Ikhwani, salam alaikum. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du moteur asynchrone triphasé. Et tout particulièrement, nous allons voir comment est-ce qu'on peut calculer les différentes pertes à l'intérieur du moteur. Donc, si on prend le moteur en général, d'accord, le moteur électrique, normalement, il est constitué d'une partie fixe qui est le stator, d'accord. Et ce stator, normalement, c'est lui qui contient le bobinage du moteur. Et il est constitué également d'une partie rotorique, c'est-à-dire une partie mobile qui tourne. C'est le rotor. Et le rotor, normalement, nous avons une partie qui est la cage d'écureuil, d'accord. Et nous avons la partie moteur bout d'arbre, c'est-à-dire l'arbre tournant. Donc rotor, arbre de sortie. L'arbre de sortie. Donc ça, c'est la constitution générale d'un moteur électrique. Donc un stator, c'est la partie fixe qui contient le bobinage. Un rotor, donc il est formé de deux parties, c'est-à-dire la partie cage d'écureuil. Et nous avons l'arbre moteur, d'accord, qui nous délivre la vitesse de rotation. Alors bien sûr, ici nous avons, à l'entrée du moteur, nous avons une puissance absorbée qui est délivrée par le réseau, d'accord. Et au bout d'arbre, nous avons une puissance utile que nous retrouvons, d'accord, à la sortie du moteur, au bout d'arbre, et qui est indiquée sur la plaque signalétique. Donc nous allons voir un peu pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre la puissance absorbée et la puissance utile. Alors si je prends mon stator, normalement, comme j'ai dit, il est alimenté par le réseau, d'accord. Il y a un courant I, d'accord, qui alimente le bobinage du stator, et cette alimentation du bobinage du stator nous crée un champ magnétique tournant, d'accord. Et ce champ magnétique tournant, normalement, il tourne à une certaine vitesse qu'on appelle la vitesse de synchronisme. Donc ici, j'ai une vitesse de synchronisme, d'accord, c'est-à-dire c'est la vitesse de rotation du champ, c'est-à-dire du champ tournant, qui est alimenté par un courant I absorbé, le courant du réseau. Et au niveau du stator, j'ai certaines pertes, d'accord, qui se créent. Ces pertes sont les pertes Joule statoriques et les pertes magnétiques, d'accord, pertes fer. Alors ce stator, une fois alimenté par le courant, il transmet une puissance, il y a une puissance transmise ici au rotor. D'accord? Nous avons une puissance transmise au rotor, et cette puissance transmise normalement au rotor, la puissance transmise au rotor, elle est égale à la puissance absorbée, moins les pertes qu'on a vues ici, c'est-à-dire les pertes Joule statoriques, plus les pertes fer. D'accord? Ça, c'est la puissance transmise au rotor par le stator. La puissance transmise au rotor qui est égale à la puissance absorbée qui est délivrée par le réseau, moins les pertes Joule statoriques, plus les pertes de fer. Et bien sûr, au niveau du rotor également, j'ai des pertes Joule rotoriques et j'ai les pertes fer. Les pertes fer au niveau du rotor, normalement, sont égales à 0. D'accord? Nous n'avons pas de perte de fer au niveau du rotor. Et ce rotor, normalement, il délivre une puissance mécanique interne, d'accord, au rotor. Et cette puissance mécanique interne au rotor, elle est égale à la puissance absorbée, moins les pertes au niveau du stator, et moins les pertes au niveau du rotor. Et je me retrouve ici, en fin de compte, avec une puissance utile qui est égale à la puissance absorbée moins la somme des pertes. D'accord? Donc, c'est ce qui fait que la puissance utile elle est inférieure à la puissance absorbée parce que nous avons des pertes aussi bien au niveau stator qu'au niveau rotor, c'est-à-dire qu'au niveau rotor. Alors, le principe fondamental d'un moteur électrique, normalement, c'est la transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique, c'est-à-dire ici, à la sortie du bout d'arbre. D'accord? Donc la transformation de l'énergie électrique en énergie
mécanique. Ça, c'est le rôle principal du moteur électrique. Bien, alors ici, bien sûr, à la sortie, comme j'ai dit ici, nous avons une vitesse de synchronisme, c'est-à-dire la vitesse de rotation du champ tournant. Et ici, on va se retrouver avec une vitesse au niveau de l'arme moteur NR. Hein, et cette vitesse au niveau de l'arme moteur NR, elle est inférieure, d'accord, à la vitesse de synchronisme. C'est bon. Donc, le courant I, c'est-à-dire crée un champ tournant au niveau du stateur. Ce champ tournant, il tourne à une vitesse de synchronisme NS. Cette vitesse de synchronisme, c'est-à-dire ce stator, il a des pertes joules statoriques et des pertes fer. Alors, ce stator, il transmet, c'est-à-dire il transmet une puissance au rotor, d'accord? Cette puissance qui est transmise au rotor, qui est égale à la puissance absolue, absorbée, pardon, moins les pertes joules statoriques plus les pertes fer. Le rotor également, il a des pertes joules rotoriques, il a des pertes fer, mais les pertes fer au niveau rotor sont égales à 0. Ce rotor, il transmet une puissance mécanique interne au rotor arc de sortie, qui nous crée une puissance utile et qui tourne à une certaine vitesse NR qui est inférieure à la vitesse de synchronisme. Alors la différence entre les vitesses de rotation sur l'arc moteur et la vitesse de synchronisme, elle est caractérisée par ce qu'on appelle G, qui est le glissement. On dit que le rotor glisse à l'intérieur du stator. D'accord? C'est le glissement. Et ce glissement, il est d'autant plus important, d'accord, que le moteur il est chargé. Donc, nous allons voir un peu dans un petit exercice comment est-ce qu'on peut calculer les pertes joules statoriques, comment est-ce qu'on peut calculer les pertes joules rotoriques, c'est ce qui est important, c'est-à-dire les pertes joules statoriques et les pertes joules rotoriques. Et nous allons déterminer, c'est-à-dire par la suite, la puissance utile en passant par la puissance absorbée, d'accord? Et nous allons déterminer le rendement du moteur, d'accord, qui est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée. Et bien sûr, ce rendement, il tient compte des différentes pertes. Donc, en fonction des pertes, nous allons déterminer le rendement du moteur. C'est bon. Donc, on va essayer de prendre un petit exercice. Hein. Moi, je préfère toujours traiter les choses avec des exercices parce que dans le milieu pratique, hein, on n'a pas besoin de trop de théorie, mais il faut, c'est-à-dire un peu plus, savoir juste les choses nécessaires pour pouvoir déterminer ce qui est nécessaire. Alors, je suis dans un réseau de 120 volts 380. D'accord, hein? C'est ce que vous avez sur les plaques signalétiques des moteurs électriques. Vous devez toujours, sur la plaque signalétique, voir ce que vous avez comme données. 220, 380, 400, 660 volts. Donc, ça, c'est à voir sur les plaques signalétiques du moteur. Donc, je suis dans un réseau 220, 380 volts. D'accord. J'ai un moteur électrique qui absorbe un courant de 60 ampères. Il a un cosinus phi de 0,88. D'accord. Nous avons les pertes fer qui sont estimées à 600 watts. Donc, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que toutes les pertes, d'accord, ont comme unité le watt, hein, puisque c'est des puissances, d'accord, qui sont soustraites l'une par rapport à l'autre, donc c'est des watts. Nous avons la résistance R qui est prise entre deux bornes du stateur qui est égale à 0,25 ohms. D'accord? Et nous avons un moteur qui a deux paires de pôles. Deux paires de pôles. Ça, ce sont les données que nous avons, d'accord, pour notre moteur électrique. Donc le courant, vous le trouvez sur la plaque signalétique. La tension de travail, vous la trouvez sur la plaque signalétique. Le cosinus phi, vous le trouvez sur la plaque signalétique du moteur. Le nombre de paires de pôles, vous pouvez le trouver également sur la plaque signalétique. D'accord? Sinon, nous allons voir tout à l'heure, hein, la normalisation du nombre de paires de pôles en fonction de la vitesse de synchronisme. Donc, on va commencer à traiter cet exercice. Donc, nous allons alors commencer par la première des choses, c'est le couplage du moteur. D'accord? Donc, on reçoit un moteur électrique. Hein. La
première des choses à faire, c'est de savoir comment est-ce que nous allons coupler ce moteur. Est-ce que nous allons le coupler en triangle ou bien nous allons le coupler en étoile. Alors, 220 volts, 380, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la tension de l'enroulement. Tension supportée par l'enroulement du moteur. Supportée par l'enroulement du moteur. D'accord. 380, c'est la tension entre phases du réseau. La tension du réseau. C'est la tension avec laquelle, c'est-à-dire que je vais mettre entre phases. D'accord. 380 volts. Alors, si je prends mes deux branchements, c'est-à-dire étoile, triangle, alors si je prends le triangle, je schématise, d'accord, j'ai les trois phases, une, deux, les trois phases, d'accord. Alors, mes enroulements. Alors, d'après la plaque signalétique, elle me dit que les enroulements peuvent supporter une tension de 220 volts. Donc ici, j'ai une tension de 220 volts que les enroulements peuvent supporter. Si je les alimente avec une tension supérieure à 220 volts, je vais griller mon moteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tension que je dois mettre entre phases ici doit être égale à 220 volts. Si je mets une tension entre phases supérieure à 220 volts, je vais griller mon moteur parce que la tension que va supporter les enroulements n'est que de 220 volts. Alors bien sûr, dans un réseau de 220 volts triphasé, c'est-à-dire entre phases, triphasé, entre phases, nous pouvons, c'est-à-dire alimenter notre moteur avec la tension de 220 volts triphasé et faire un branchement en triangle. Maintenant, si je prends le branchement étoile, alors le branchement étoile, j'ai les trois phases qui sont reliées au neutre, d'accord? Alors, les enroulements. Alors, dans l'enroulement, j'ai 220 volts ici, qui peut supporter mon enroulement. Et la tension entre phases, qui est ici, la tension entre phases, puisque les 220 volts que j'ai ici, c'est une tension, d'accord, qui est tension simple, qui est égale à la tension composée U, d'accord, sur racine de 3. Si on veut, la tension composée U, la tension simple V. Alors, si par exemple, je branche mon moteur entre 380 volts, qui est la tension du réseau que j'ai un réseau de 380 volts. Si je branche mon moteur, je donne une tension de 380 entre phases, comme la tension simple, elle est égale à la tension 380 sur 1,73 qui va me donner 220 volts. Mon moteur va fonctionner convenablement. Donc en étoile, je peux me brancher sur 380 puisque l'enroulement il va supporter 220 et comme c'est une tension qui est simple, elle est égale à la tension composée sur racine de 3 qui est égale à 220 volts. Donc le branchement idéal pour mon moteur ici, c'est le branchement étoile. Si je le branche en triangle, je mets 380 entre phases, je vais griller mon moteur. Voilà, donc je viens de trouver le couplage de mon moteur, d'accord? Je vais le coupler en étoile. Bon, maintenant que j'ai couplé mon moteur, d'accord, je vais calculer, c'est-à-dire le glissement, ou bien si vous voulez, on va commencer par calculer la vitesse de synchronisme de mon moteur. Alors la vitesse de synchronisme de mon moteur, vous devez savoir ça, vous devez le savoir, elle est égale à la fréquence, d'accord, sur le nombre de paires de pôles. Puisqu'on a dit que la vitesse de synchronisme, c'est la vitesse du champ tournant. Et la vitesse du champ tournant, d'accord, il est proportionnel à la fréquence. Donc, j'ai une fréquence de 50 Hz que j'ai oublié de marquer ici. Donc, ma fréquence de réseau, elle est de 50 Hz. Donc, j'ai une fréquence de 50 Hz, d'accord, sur le nombre de paires de pôles, on a dit 2, et je vais me retrouver avec
une vitesse de synchronisme qui est égale à 25 tours par seconde. Si je transforme ça en tours par minute, ça va être égal à 1500, c'est-à-dire je multiplie par 60, 1500 tours par minute. D'accord? Alors pour un moteur de 2 paires de pôles, la vitesse de synchronisme est de 1500 tours par minute. Voyons un peu, pour essayer de trouver un peu le nombre de paires de pôles par vitesse de synchronisme. Supposons que nous avons, par exemple, une paire de pôles. Hein, une paire de pôles. Ma vitesse de synchronisme sous 50 Hz va être égale à 50 sur 1, d'accord? Et va être égale à 50 tours par seconde, c'est-à-dire 3000 tours par minute. Donc, pour une paire de pôles, c'est un moteur qui correspond à une vitesse de synchronisme, qui tourne à une vitesse le champ tournant, il tourne à une vitesse de synchronisme de 3000 tours par minute. Si j'ai 2 paires de pôles, c'est 1500 tours par minute. Voyons maintenant 3 paires de pôles, ce que ça va me donner. D'accord? Alors si je prends 3 paires de pôles, d'accord? 3 paires de pôles, je vais avoir la vitesse de synchronisme sous 50 Hz, 50 divisé par 3, qui va me donner, d'accord? Alors, 50 divisé par 3, je vais avoir 16,66 tours par seconde, ou si vous voulez, je multiplie par 60, qui va être égal à 1000 tours par minute. Donc, vous devez le savoir. C'est-à-dire, si vous avez un moteur de 1000 tours par minute, c'est un moteur qui a 3 paires de pôles. Si vous avez un moteur de 3000 tours par minute, c'est un moteur qui a 2 paires de pôles. Si vous avez un moteur c'est-à-dire, par exemple, pardon, pour ne pas dire de bêtises, si vous avez un moteur de 2 paires de pôles, c'est un moteur qui tourne à 1500 tours. Si vous avez un moteur de 3 paires de pôles, c'est un moteur qui tourne à 1000 tours. Et si vous avez un moteur de 1 paire de pôles, c'est un moteur qui tourne à 3000 tours. Je vais le marquer ici parce que c'est important. Hein, c'est important de le savoir. Donc, pour une vitesse de fréquence de 1000 tours par minute, correspond à 3 paires de pôles. 3 paires de pôles. Ou si vous voulez, 6 pôles. D'accord? Pour une vitesse de fréquence de synchronisme qui est égale à 1500 tours par minute, j'ai 2 paires de pôles. C'est-à-dire c'est un moteur qui a 4 pôles. Et pour une vitesse de synchronisme de 3000 tours par minute, d'accord, j'ai un moteur de une paire de pôles, c'est-à-dire 2 pôles. C'est bon de savoir ça parce que une fois que vous connaissez la vitesse de synchronisme, 1000 tours, 1500, 3000 tours, vous pouvez automatiquement déterminer combien vous avez de paires de pôles. D'accord? Alors, une fois que nous avons déterminé la vitesse de synchronisme, d'accord, entre la vitesse de synchronisme et la vitesse de rotation du moteur, puisqu'on a dit que la vitesse de rotation réelle du moteur, elle est inférieure à la vitesse de synchronisme. Sur les plaques signalétiques, on vous donne toujours la vitesse de rotation du rotor, NR, d'accord? Alors pour 1500 tours, vous avez une vitesse de rotation de 1450 tours minute. D'accord? Pour 1000 tours, vous avez une vitesse de rotation de 950 tours, aux environs. Hein. Je vous donne des valeurs approximatives. Hein. Et pour une vitesse de 3000 tours, vous avez une vitesse de rotation de 2950 tours par minute. C'est-à-dire que vous avez une différence de vitesse entre la vitesse de rotation et la vitesse de synchronisme qui peut varier entre 30 jusqu'à 50 tours par minute, de 30 à 50 tours par minute, et cette vitesse de rotation réelle du moteur, vous la trouvez sur la plaque signalétique. Donc sur la plaque signalétique, si vous avez la vitesse de rotation du moteur, automatiquement, vous pouvez savoir que c'est un moteur qui tourne à une certaine vitesse de synchronisme, et à partir de la vitesse de synchronisme, en fonction de ce que je vous ai donné ici, vous pouvez connaître le nombre de pôles du moteur. Bon, alors maintenant, nous allons voir
pourquoi, c'est-à-dire, quel est le phénomène qui fait que la vitesse de rotation à la sortie du moteur, elle est inférieure à la vitesse de synchronisme. C'est-à-dire, le phénomène qui nous dit, c'est-à-dire qui fait que la vitesse de rotation à la sortie du moteur, elle est inférieure à la vitesse, d'accord, de synchronisme. Alors, nous avons un phénomène qui s'appelle le glissement. Et ce glissement, il est en pourcent. C'est-à-dire que, on dit que, c'est-à-dire, par la création c'est-à-dire le champ tournant, il crée des courants induits, d'accord? Et ces courants induits nous créent une force magnétomotrice. Cette force magnétomotrice, c'est ce qui nous donne la vitesse de rotation du moteur, hein, la vitesse au bout de l'arme. On dit que le rotor, il glisse à l'intérieur du stator. Glisse dans le stator. Et ce glissement, il est d'autant plus important que la charge effectuée sur le moteur. Donc, ce glissement, normalement, il est égal à la vitesse de synchronisme ns, d'accord, moins la vitesse du rotor, d'accord, sur la vitesse du synchronisme. Alors, si je prends l'exemple que j'ai ici, G qui va être égal, j'ai la vitesse de synchronisme que j'ai trouvée qui est égale à 1500 tours par minute, moins la vitesse rotorique du rotor, on a dit 1450 tours par minute, sur 1500. Et nous allons trouver, c'est-à-dire un glissement de donc, 50 divisé par 1500 de 3,33%. Voilà notre glissement. D'accord? Donc la vitesse du rotor, vous la trouvez sur la plaque signalétique. À partir de la vitesse du rotor, nous pouvons déduire la vitesse de synchronisme. Et à partir de la vitesse de synchronisme, nous pouvons déterminer la valeur, d'accord, du glissement. Donc on vient de calculer le glissement, d'accord, du rotor à l'intérieur du stator. Donc je vais marquer ici le glissement que j'ai trouvé, il est de 3,33%. Et j'ai trouvé une vitesse du rotor qui est égale à 1500 tours par minute. D'accord? C'est ce que je viens de calculer tout de suite. Bon, maintenant que nous avons calculé le glissement, nous allons passer, d'accord, au calcul des pertes. Alors, les pertes les plus importantes sont les pertes Joule. Hein? Les pertes Joule, nous avons des pertes Joule au niveau stator et nous avons les pertes Joule au niveau rotor. Alors, au niveau stator, tout dépend, d'accord, de la valeur de la résistance qui nous est donnée. Si par exemple nous avons la résistance, une résistance de l'enroulement, on nous donne par exemple petit r qui est égal à la résistance de l'enroulement. D'accord? À ce moment-là, les pertes Joule statoriques dépendent du branchement. D'accord? Si j'ai un branchement étoile, à ce moment-là, les pertes Joule statoriques seront égales à 3 fois petit r I carré. D'accord? Si j'ai un branchement triangle, les pertes Joule statoriques seront égales à R I carré. Ça, bien sûr, si je connais la résistance petit r de l'enroulement. Bon. Maintenant, si, par exemple, je prends l'ohmètre et je mesure la résistance entre deux bornes du stator, d'accord? Je vais trouver une certaine valeur, d'accord? À ce moment-là, les pertes Joule, ça c'est la résistance, entre deux bornes, résistance, entre deux bornes stator. Entre deux bornes stator. À ce moment-là, quel que soit le branchement, étoile, triangle, j'ai les pertes Joule statoriques qui sont égales à 3,5 de R I carré. C'est la formule que vous devez savoir. Parce que je prends un moteur quelconque, je prends l'ohmètre, je mesure la résistance que j'ai entre deux bornes du stator, c'est la résistance qui m'est donnée ici grand R. Avec cette résistance, quel que soit le branchement que je vais mettre, triangle ou étoile,
les pertes joules statoriques seront égales à 3 demi de RI carré. Alors si je fais un petit calcul pour ce que j'ai ici, d'accord? Alors les pertes joules statoriques sont égales à 3 demi R qui est égal à 0,25 et le courant de 60 ampères au carré. Et je vais trouver, donc toujours un petit calcul, alors 0,25 multiplié 60 multiplié 60 multiplié 3 divisé par 2 et je vais trouver 1350 watts. 1350 watts en perte joule statorique. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, les pertes sont calculées, c'est-à-dire en unité watt. Alors je vais marquer ici les pertes joules statoriques qui sont égales à 1350 watts. D'accord? Donc je vais effacer un peu ici pour pouvoir mettre les différentes valeurs. Alors, je viens de calculer mes pertes joules statoriques. D'accord? Je vous donne les formules au fur et à mesure, hein, parce que je ne suis pas là pour démontrer les formules, je suis là pour vous donner, c'est-à-dire juste le nécessaire qui va vous servir, d'accord, pendant, c'est-à-dire durant votre travail. Et je vous donne les formules à savoir au fur et à mesure. On n'a pas besoin de les démontrer, il faut les savoir. Donc maintenant, je vais calculer les pertes joules. Si vous voulez démontrer ces formules, vous n'avez qu'à vous adresser à des cours magistraux, d'accord, hein, et vous allez trouver toutes les démonstrations, mais les démonstrations ne vous servent à rien dans la pratique. Alors maintenant, je vais calculer les pertes joules rotoriques. Alors les pertes joules rotoriques, ils sont égales normalement au glissement que multiplie la puissance transmise. On a dit que le rotor, il glisse à l'intérieur du stator. Et nous avons dit tout à l'heure que le stator transmettait une puissance au rotor. Alors cette puissance transmise, qu'on a vu tout à l'heure, elle était égale à la puissance absorbée moins les pertes joules statoriques plus les pertes magnétiques d'Artfer. D'accord? C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Alors les pertes joules rotoriques vont être égales au glissement, hein, qu'on avait vu tout à l'heure qui est de 3,33%, c'est-à-dire 0,033, moins les pertes joules statoriques, on avait tout à l'heure vu qui sont égales à 1350 watts, et les pertes fermes sont données qui sont égales à 600 watts, plus 600. Et je vais trouver comme perte joule rotorique, hein, alors 1300, pardon, la puissance absorbée ici, moins la puissance absorbée qui multiplie tout ça. Hein. Alors je vais trouver puissance absorbée, on doit calculer la puissance absorbée. Je m'excuse, hein, c'est-à-dire pour calculer les pertes joules rotoriques, nous devons calculer la puissance absorbée, hein, puisque la puissance transmise est les fonctions de la puissance absorbée. Donc je vais ouvrir une parenthèse ici. La puissance absorbée, normalement, elle est égale à UI, racine de 3, cosinus phi. Alors, une question qui m'a été posée lors d'un commentaire, la puissance absorbée pour un branchement triangle et la puissance absorbée pour un branchement étoile. Alors, la différence réside dans la tension. Si je me branche, c'est-à-dire en triangle, je prends la branche, c'est-à-dire la tension entre phases triangle. Si je me branche en étoile, je prends la tension entre phases étoile. D'accord? Donc ici, je me suis branché en étoile. J'ai la tension de réseau de 380. Donc je vais avoir une puissance absorbée de 380 qui multiplie le courant qui est 60, qui multiplie la racine de 3 et qui multiplie 0,88 que j'ai comme cosinus phi. Et je vais trouver une puissance absorbée qui est égale, donc 380 qui multiplie 60, qui multiplie racine de 3 et qui multiplie 0,88. Et je vais trouver une puissance absorbée qui est égale à 34 752 watts. Voilà ma puissance transmise. Donc je vais la marquer ici, la puissance absorbée qui est égale à 34 752 watts. Voilà ma puissance absorbée.
Alors à partir de là, je peux bien sûr calculer les pertes joules rotoriques, d'accord, qui vont être égales à 0,033 moins 34 752 que multiplie, alors 1350 plus 600 que multiplie 1950 watts. Et je vais trouver, alors, pardon, ici qui multiplie, hein, qui multiplie ici. D'accord, la formule dit que les pertes joules rotoriques, c'est le glissement qui multiplie la puissance transmise. Et la puissance transmise, c'est la puissance absolue moins les pertes joules plus les pertes fer. Donc les pertes joules rotoriques vont être égales au glissement qui est égal à 0,033 qui multiplie la puissance absorbée moins les pertes joules moins. Aïe, 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 aïe. Il faut faire attention au calcul, hein. Il faut y aller doucement, d'accord, et faire attention au calcul. Je peux multiplier 34 752 moins 1550 watts, qui sont les pertes. Et je vais trouver, donc 34 752 moins 1950 égale, je multiplie 0,033 et je vais trouver 1082 watts comme perte joule rotorique. D'accord? Il faut faire attention au calcul. Hein? Le fait de ne pas avoir calculé la puissance absorbée au départ, hein, j'ai risqué de faire quelques erreurs. Hein? Donc il faut faire attention. Voilà, je viens de trouver la puissance, les pertes joules rotoriques qui sont égales à 1082 watts. Je vais les marquer ici, d'accord? Les pertes joules rotoriques sont égales à 1082 watts. Bon, maintenant, je viens de calculer les différentes pertes, d'accord? J'ai dit tout à l'heure que les pertes fer au niveau du rotor sont égales à 0, et normalement les pertes mécaniques en général sont égales aux pertes, c'est-à-dire aux pertes magnétiques au niveau du stator. Ça, c'est en général, grosso modo, les pertes mécaniques sont égales aux pertes magnétiques dans le stator. Ils sont égales également à 600 watts. D'accord? Donc, de là, je vais calculer ma puissance utile que je cherche. Donc, la puissance utile que je cherche, et qu'on a dit tout à l'heure, elle est égale à la puissance absorbée moins la somme des pertes. La puissance utile sera égale à la puissance absorbée qui est de 34 752 moins la somme des pertes. Qu'est-ce que j'ai comme perte? Perte joule statorique, 1350. Plus les pertes joules rotoriques, 1082. Plus les pertes magnétiques, 600. Et plus les pertes mécaniques, 600. 600 watts, puisqu'on va prendre les pertes mécaniques qui sont égales aux pertes magnétiques. Alors je vais trouver une puissance utile qui est égale à 1350 plus 1082 plus 1200, qui est égal à 3632 moins 34 752, et je vais trouver une puissance utile qui est égale à 31 120 watts, qui est bien sûr inférieure à la puissance absorbée. Donc on vient de démontrer que la puissance utile est toujours inférieure à la puissance absorbée. Pourquoi? Parce que nous avons des pertes, hein, des pertes qui se situent au niveau du stator et au niveau du rotor. Et on arrive en fin de compte, d'accord? Donc ici j'ai une puissance utile, voilà, une puissance utile qui est égale à 31 120 watts, d'accord? Et j'arrive c'est-à-dire en fin de l'exercice, au calcul du rendement du moteur qui m'intéresse pour voir est-ce que ce moteur, d'accord, il fait l'affaire ou pas. Donc le rendement du moteur, normalement, il est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée. La puissance utile, 31 120, qui divise la puissance absorbée, 34 752, et je vais trouver un rendement qui est égal, alors, 31 120 divisé par 34
752 et je vais trouver un rendement qui est égal à 0,895, c'est-à-dire à peu près 90%. Donc c'est un rendement qui est très bien, c'est un moteur qui est très bien. Hein. Donc on vient de déterminer le rendement final du moteur en tenant compte des différentes pertes statoriques, pertes rotoriques. On a déterminé la puissance utile, d'accord, et on a vu comment est-ce qu'on pouvait calculer les pertes joules statoriques et comment est-ce qu'on peut calculer les pertes joules rotoriques. Voilà, j'espère que, c'est-à-dire, ce cours, ben, je ne vais pas dire le cours, mais c'est-à-dire ce qu'on a vu dans cette vidéo, pourra vous servir, d'accord, dans vos travaux sur le chantier. En pratique, hein, c'est très important. Voilà, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.